Pendant que j'achetais des bananes, une dame a demandé « C'est pour votre bébé singe ?» « Ouais. » Et les autres chimpanzés de mon zoo. La vieille dame s'est agenouillée devant ma fille noire, Aubrey, et a dit « N'es-tu pas un petit gorille à l'apparence étrange ?» Puis elle a sorti son téléphone et a pris une photo d'Aubrey avant que je puisse réagir. Aubrey m'a serré la main plus fort alors que je me plaçais entre elles. « Excusez-vous, veuillez supprimer cette photo. » La dame a commencé à taper quelque chose et a dit « Vous et votre mulâtre auriez dû savoir qu'il ne fallait pas venir ici. » Je la poste sur Facebook. J'ai crié « Ne mettez pas ma fille sur Facebook. » Elle n'a que 7 ans. J'ai tendu la main vers son téléphone, mais elle l'a retiré. Trop tard. Je retournerai à ma voiture et partirai d'ici avant que le gang arrive. Elle s'est tournée et s'est éloignée en tapant sur son écran. Je voulais la poursuivre, mais Aubrey a tiré sur mon chemisier. « Maman, j'ai peur. Je ne veux plus être ici. » Sa voix était si faible. Moi non plus. « Partons d'ici. » J'ai abandonné notre panier et j'ai marché rapidement vers la sortie. Nous y étions presque quand le concierge du magasin nous a bloqué le passage. « Retournez au zoo. » Sa voix dégoulinait de venin. « Reculez et reprenez votre balai. » J'ai tiré Aubrey derrière moi. « Vous ne savez pas où vous êtes, madame. » Il s'est approché. « Je ne sais clairement pas où je suis. Pourquoi ne me dites-vous pas pourquoi ce magasin est si important? » Je criais maintenant. « Fichez le camp d'ici. Je dois nettoyer le sol parce que votre sale gosse a marché partout. » Il a pointé le manche du balai sur nous. J'ai attrapé la main d'Aubrey et nous avons couru vers le parking avant que les choses empirent. C'est alors que j'ai vu notre voiture. Toutes les vitres étaient brisées. Des éclats de verre couvraient les sièges et le sol. Aubrey a commencé à pleurer pour de vrai pendant que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Une autre femme montait dans un SUV blanc avec une bombe de peinture à la main. Elle a croisé mon regard et a souri avant de démarrer en trombe. En s'éloignant, j'ai vu ce qu'elle avait fait. TRAITREDERACE. Peint en rouge sur notre capot. Monte vite, ma chérie. Attention au verre. J'ai aidé Aubrey à s'installer sur son siège réhausseur. J'ai tourné la clé, mais rien ne s'est passé. J'ai réessayé. Le moteur a fait un bruit de grincement, puis a commencé à fumer. De la fumée noire s'échappait de sous le capot pendant que je tournais la clé désespérément. Il fallait partir maintenant. Maman, attention. Aubrey a crié. Sa portière s'est ouverte brusquement. Un homme en casquette rouge a essayé de l'attraper. Je me suis jetée sur la console, frappant ses bras. Il s'est tourné vers moi. Il est venu de mon côté pendant que j'étais tordue, protégeant Aubrey. Ma portière s'est ouverte. J'ai vu le poing arriver, mais je n'ai pas pu l'esquiver. Coincé dans la voiture, il a frappé ma mâchoire, et tout a basculé. Ma vision s'est brouillée, mes oreilles bourdonnaient. Je sentais le goût du sang. « Maman, maman, aide-moi !» Les cris terrifiés d'Aubrey ont percé le brouillard. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne répondait pas. À travers mes yeux flous, j'ai vu plusieurs personnes entourer notre voiture. L'homme à la casquette rouge tirait sur la ceinture d'Aubrey. Elle donnait des coups de pied et criait, se battant de toutes ses forces. D'autres mains passaient par les vitres brisées. Quelqu'un m'a attrapé les cheveux, tirant ma tête en arrière. J'ai frappé à l'aveugle, mais je n'ai rien touché. La casquette rouge a enfin détaché la boucle d'Aubrey. Il a commencé à la tirer dehors pendant qu'elle griffait le cadre de la portière. Son t-shirt Bluey préféré s'est déchiré. Une de ses chaussures Twinkle Toes est tombée dans la lutte. Non, s'il vous plaît. J'ai retrouvé ma voix, mais elle était faible. Ils l'ont arrachée de la voiture. Plusieurs personnes regardèrent simplement. La vieille dame du magasin était là, filmant avec son téléphone. L'homme au balai point d'autres visages que je ne reconnaissais pas. Tous regardaient pendant qu'ils emportaient ma fille hurlante. J'ai essayé de les suivre, mais quelqu'un m'a repoussée. Ma vision s'assombrissait. La dernière chose que j'ai entendue clairement était la voix d'Aubrey s'éloignant. Puis des mains fouillaient mes poches. Ils ont commencé à me toucher et ont pris mon téléphone et mon portefeuille. Quelqu'un a dit quelque chose sur donner une leçon aux traîtres de race. Je me suis forcée à rester consciente, à me souvenir des visages, à lutter contre la douleur parce qu'ils avaient ma fille. Ils avaient Aubrey et je ne savais pas ce qu'ils prévoyaient de lui faire. Les sirènes au loin étaient peut-être réelles ou juste mon imagination désespérée. Mais le siège réhausseur vide avec son autre chaussure était bel et bien réel. Ils avaient pris mon bébé, et même si j'étais en train de mourir, je me suis promis de la sauver, même si c'était la dernière chose que je ferais. Les sirènes devenaient de plus en plus fortes jusqu'à ce que je sache qu'elles étaient réelles, et non juste mon cerveau désespéré qui inventait des choses. Mes côtes semblaient être du verre brisé quand j'ai essayé de me redresser, mais j'ai attrapé la chaussure Twinkle. Tasse d'Aubrey tombait par terre, et je l'ai serré si fort que mes jointures sont devenues blanches. Du sang remplissait ma bouche et je devais le cracher par la vitre cassée pour respirer. 2 ambulanciers ont couru vers moi avec leurs sacs. La femme a immédiatement commencé à examiner ma tête pendant que l'homme braquait une lumière dans mes yeux. Je répétais sans cesse que ma fille avait été enlevée par une foule et qu'il l'avait prise et qu'il fallait la retrouver tout de suite. L'homme a pris sa radio et a appelé des renforts de police.
pendant que la femme pressait de la gaz contre ma tête, qui en est ressortie trempée de rouge. Ils ont essayé de me mettre sur une civière, mais je me suis battue contre eux parce que je ne pouvais pas m'allonger, alors qu'Aubrey avait besoin de moi. La femme a dit que je pouvais rester assise dans l'ambulance si je les laissais me soigner. Alors j'ai accepté et j'ai commencé à leur raconter tout ce dont je me souvenais. L'homme à la casquette rouge avait des bras épais avec un tatouage de fil barbelé sur son poignet droit. La vieille dame portait des lunettes sur une chaîne et avait des cheveux gris en chignon. Le concierge avait un badge avec son nom, mais je ne me souvenais pas de ce qu'il disait. Mes mots s'embrouillaient et je devais répéter les choses. À l'hôpital, ils m'ont emmenée dans une chambre où un policier a commencé à poser des questions, mais ma tête me faisait tellement mal que j'oubliais ce qu'il demandait. Il voulait des descriptions précises et s'énervait quand je ne pouvais pas me rappeler si la casquette rouge avait une inscription ou non. J'ai commencé à douter de moi et à me demander si je me souvenais correctement de quoi que ce soit. Une infirmière est entrée avec son téléphone et m'a montré une vidéo que quelqu'un avait postée en ligne de l'attaque, mais elle était montée bizarrement. Ça commençait par moi essayant d'attraper le téléphone de la vieille dame, donnant l'impression que je l'avais attaquée en premier. Les commentaires dessous étaient horribles, avec des gens disant qu'ils espéraient que la foule nous avait donné une leçon à toutes les deux et menaçant de ce qu'ils feraient à Aubrey s'ils la trouvaient. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber le téléphone. C'est alors que la détective Zuri Chandler est entrée, portant un costume sombre, et a pris le carnet du policier. Elle a expliqué qu'il lançait une alerte Amber, même si les enlèvements par des inconnus ne sont pas toujours qualifiés, mais les enlèvements motivés par des crimes de haine bénéficient d'une considération spéciale. Pour la première fois depuis qu'ils avaient appris Aubrey, j'ai ressenti une petite lueur d'espoir que quelqu'un allait vraiment aider. Je me suis soudain rappelé que la femme avec la bombe de peinture conduisait un SUV blanc et que le capuchon de la bombe était bleu, pas noir comme je l'avais d'abord pensé. La détective Chandler a tout noté rapidement et a dit que ces détails pourraient aider à retracer les achats dans les quincailleries. Elle m'a dit qu'elle se rendait au magasin pour récupérer les images des caméras de surveillance, mais m'a prévenu que le gérant prétendait que leurs caméras ne fonctionnaient pas ce jour-là. La façon dont elle l'a dit, je pouvais voir qu'elle ne le croyait pas et qu'elle avait des moyens de vérifier s'il mentait. L'infirmière Eleanor Grimes est entrée avec des sacs à preuves et a commencé à mettre mon t-shirt déchiré et mon jean ensanglanté dedans. Elle a pris des photos de chaque bleu et coupure sur mes bras, mon visage et mes côtes. Pendant qu'elle travaillait, elle a chuchoté qu'elle s'assurait que tout soit correctement documenté parce qu'elle avait vu des cas comme celui-ci être étouffés quand les gens ne voulaient pas s'occuper des crimes de haine. Mon téléphone, que j'avais oublié dans ma poche arrière, a soudain vibré avec le son d'alerte d'urgence. L'alerte Amber était diffusée dans tout l'État avec la photo d'école d'Aubrey et sa description. En noir, 1m12, 27 kilos. Vu pour la dernière fois portant un t-shirt bluey déchiré et une chaussure Twinkle Toes rose. Voir ça écrit ainsi rendait tout trop réel et tout mon corps a commencé à trembler, parce que mon bébé était vraiment parti, et ces gens l'avaient, et je ne savais pas ce qu'ils lui faisaient à ce moment-là. 2 officiers sont entrés dans ma chambre d'hôpital avec des papiers et m'ont dit qu'ils avaient remorqué ma voiture au dépôt pour le traitement des preuves. Ils m'ont donné des formulaires pour les réclamations d'assurance et ont dit que je devais contacter mon assureur dans les 48 heures pour commencer le processus. Je regardais les papiers en essayant de comprendre ce qu'ils signifiaient, pendant que ma tête palpitait et j'ai réalisé que je n'avais aucun moyen de me déplacer puisque ma voiture était partie. Mon portefeuille avait été volé pendant l'attaque, donc je n'avais pas d'argent pour un taxi ou même pour acheter de la nourriture à la cafétéria de l'hôpital. Les officiers sont partis après m'avoir donné un numéro de dossier et je suis restée là, tenant des papiers inutiles sans téléphone, pour appeler quelqu'un à l'aide. Une femme en blazer bleu a frappé et est entrée avec un appareil d'enregistrement et s'est présentée comme une journaliste de la chaîne de télévision locale. Elle a tiré une chaise près de mon lit et m'a demandé si je voulais partager l'histoire d'Aubrey pour inciter plus de gens à la chercher. Une partie de moi voulait crier à tout le monde de me laisser tranquille, mais une autre pensait que si plus de gens voyaient son visage à la télé, quelqu'un pourrait reconnaître où il l'avait emmené. Elle insistait pour faire une interview en direct depuis mon lit d'hôpital et je ne pouvais pas décider si la publicité aiderait ou aggraverait les choses pour Aubrey. Pendant que j'essayais de réfléchir, l'infirmière Grimes est revenue avec son téléphone, l'air bouleversée, et m'a montré ma page Facebook, sauf que ce n'était pas vraiment la mienne. Quelqu'un avait créé un faux compte avec mon nom et ma photo de profil et postait des commentaires racistes horribles sur le fait que les Noirs méritaient ce qu'ils recevaient. Le post avait des centaines de réactions de colère et des commentaires d'inconnus disant que j'étais le vrai monstre et que je méritais tout ce qui m'arrivait et pire encore. Des menaces de mort remplissaient la boîte de réception du faux compte avec des gens décrivant ce qu'ils feraient s'ils me trouvaient, et certains disant qu'ils espéraient qu'Aubrey ne
reviendrait jamais. Mes mains tremblaient pendant que je faisais défiler poste après poste de haine utilisant mon nom et mon visage pour répandre du poison pendant que ma vraie fille était portée disparue. La détective Chandler est revenue avec un dossier et a sorti des captures d'écran imprimées des caméras de surveillance du magasin. Les images étaient granuleuses, mais assez claires pour voir le visage de l'homme à la casquette rouge et son tatouage de fil barbelé sur son poignet. Une autre photo montrait une partie de la femme avec la bombe de peinture montant dans son SUV blanc, bien que son visage soit détourné. Elle m'a dit que leur logiciel de reconnaissance faciale fonctionnait déjà sur les images claires et qu'il devrait avoir des correspondances dans les heures qui suivent si ces personnes avaient des arrestations antérieures ou des pièces d'identité officielles. Pendant qu'elle expliquait le processus, elle a reçu un texto et a dit que des gens en ligne essayaient déjà d'aider à identifier les attaquants. Quelqu'un avait posté la photo de la vieille dame tirée de la vidéo dans des groupes Facebook locaux, demandant si quelqu'un la reconnaissait. Une femme a commenté qu'elle ressemblait à quelqu'un de l'annuaire de son église à First Baptist et a envoyé à la détective Chandler une photo qui pourrait correspondre. Elle a immédiatement envoyé un officier pour vérifier l'identité et voir si c'était vraiment la même personne qui avait organisé la foule. Le médecin est entré avec des papiers de sortie, disant que je devais être admise pour la nuit pour observation à cause de ma blessure à la tête et de mes côtes cassées. J'ai repoussé les papiers et lui ai dit que je ne pouvais pas rester parce que je devais être au poste de police pour aider à trouver Aubrey, la détective. Chandler s'est interposé entre nous et a suggéré un compromis où je pourrais me reposer dans leur salle de commandement avec un lit de camp pour être impliqué dans la recherche tout en recevant des soins médicaux. Le médecin n'était pas content, mais a accepté de me laisser sortir contre avis médical si je signais des papiers disant que je comprenais les risques. Nous avons quitté l'hôpital dans la voiture banalisée de la détective Chandler et j'ai regardé la ville défiler, me demandant laquelle de ces maisons d'apparence normale abritait ma fille. Au poste de police, elle m'a installée dans une petite pièce avec des cartes sur les murs et un lit de camp dans un coin où je pouvais entendre les échanges radio sur la recherche. J'ai essayé de dormir, mais je sursautais en pensant entendre Aubrey pleurer et devais me rappeler qu'elle n'était pas là. Vers 4 heures du matin, le téléphone de la détective Chandler a sonné et elle a répondu en haut-parleur pour que je puisse entendre. Une voix masculine nerveuse a dit qu'il s'appelait Omar Burton et qu'il travaillait au support technique du magasin. Il a dit qu'il avait pensé toute la nuit à la petite fille enlevée et ne pouvait pas dormir sachant qu'il avait des images de surveillance que son gérant prétendait ne pas exister. La détective Chandler lui a dit d'apporter tout ce qu'il avait immédiatement, et 20 minutes plus tard, un jeune homme en polo froissé nous a rencontrés dans le parking. Ses mains tremblaient, alors qu'il remettait une clé USB, disant qu'il pourrait perdre son emploi pour ça, mais qu'il ne pouvait pas vivre avec lui-même s'il n'aidait pas. Il avait téléchargé toutes les vidéos des caméras de ce jour-là avant que son gérant ne puisse les supprimer, et a dit qu'il y avait des images claires de toute l'attaque. La détective Chandler a branché la clé sur son ordinateur portable, et nous avons regardé sous plusieurs angles comment il traînait Aubrey pendant qu'elle se battait et criait. J'ai dû détourner le regard quand j'ai vu son petit corps emporté hors de l'écran, mais la détective Chandler continuait de regarder et de prendre des notes sur chaque personne, visible. Elle a appelé son analyste de trafic qui avait examiné les caméras toute la nuit et l'a mis sur haut-parleur pour donner un compte-rendu. Il a dit que 3 SUV blancs avaient été repérés dans la zone ce jour-là, mais l'un avait une plaque partielle commençant par cassette qui correspondait aux descriptions des témoins. Ils effectuèrent des recherches sur les immatriculations des 3 véhicules, mais la plaque partielle était leur meilleure piste jusqu'à présent. La détective Chandler a dit que je pouvais les accompagner quand ils vérifieraient les adresses, mais que je devais rester dans la voiture de police pour ma sécurité et ne pas interférer. J'ai accepté tout ce qui signifiait participer à la recherche d'Aubrey au lieu de rester inutilement dans cette petite pièce. Nous avons traversé des quartiers où je n'étais jamais allée auparavant, où chaque maison semblait suspecte et n'importe laquelle pouvait cacher mon bébé. Mes mains ne cessèrent de trembler, alors que nous tournions rue après rue en suivant les indications GPS jusqu'à la première adresse. La détective Chandler s'est garée devant une petite maison de plain-pied avec une pelouse envahie par les mauvaises herbes où le SUV blanc était stationné dans l'allée, couvert de poussière. Elle est sortie avec 2 autres officiers pendant que je pressais mon visage contre la vitre, essayant de voir un signe d'Aubrey. Un homme âgé a répondu à la porte en utilisant un déambulateur et semblait confus quand ils ont posé des questions sur son véhicule. Sa fille est sortie en trombe de l'intérieur, criant au harcèlement policier et demandant pourquoi il dérangeait son père, qui n'avait pas conduit depuis des mois à cause de sa santé. La détective Chandler est restée calme et a expliqué qu'ils enquêtaient sur un enlèvement d'enfants et devaient vérifier tous les SUV blancs de la zone. La fille continuait de crier que c'était de la discrimination et qu'elle appellerait son avocat pendant que son père semblait perdu et demandait ce qui se passait. J'ai vu mon espoir s'évanouir,
alors qu'il devenait clair que ce n'était pas le bon véhicule et que nous n'étions pas plus près de trouver Aubrey qu'il y a quelques heures. Le téléphone de la détective Chandler a sonné et elle l'a mis sur haut-parleur pendant que nous retournions vers le poste. Une voix tremblante a dit qu'ils avaient entendu un enfant pleurer hier dans le duplex sur Maple Street où un SUV blanc était garé. Ma poitrine s'est serrée au point que je pouvais à peine respirer alors que la détective Chandler appelait des renforts et faisait demi-tour. Le duplex était au bout d'une rue sans issue avec une peinture jaune écaillée et des volets cassés pendants. 2 voitures de police étaient déjà là quand nous sommes arrivés, et je voulais courir à l'intérieur. Mais la détective Chandler m'a fait attendre. Les officiers sont entrés avec leurs armes dégainées pendant que je pressais mon visage contre la vitre de la voiture, guettant tout signe de mouvement. Ils sont sortis en secouant la tête. Et la détective Chandler m'a laissé la suivre à l'intérieur une fois qu'ils ont sécurisé les lieux. L'endroit sentait la vieille cigarette et le lait avarié. Des emballages de fast-food couvrirent la table basse, et un élastique à cheveux violets était sur le sol près du canapé. La détective Chandler a mis des gants et l'a ramassé avec une pince pour le mettre dans un sac à preuve. Je fixais ce petit élastique, essayant de me souvenir si Aubrey en avait un comme celui-là. Elle en avait tellement, je n'étais pas sûre. Mais la possibilité me donnait mal au ventre. Nous avons parcouru chaque pièce, trouvant plus de déchets et de vaisselle sale, mais aucun autre signe d'un enfant. Dehors, un homme en veste déchirée est passé et a craché directement sur le pare-brise de la voiture de police. Il a crié quelque chose sur le fait que nous méritions ce qui nous arrivait pour avoir apporté des ennuis dans leur quartier. La détective Chandler l'a arrêté pour agression pendant que d'autres personnes regardaient depuis leurs fenêtres, avec des visages en colère. De retour au poste, elle m'a laissé utiliser son ordinateur portable pour chercher des informations pendant qu'elle traitait les papiers d'arrestation. J'ai trouvé un groupe Facebook privé appelé Protéger notre héritage avec plus de 300 membres de notre région. Le profil de la vieille dame était là sous le nom de Margaret Hutchinson, et elle avait posté ce matin-là sur le fait de donner une leçon à quelqu'un. Mes mains tremblaient pendant que je faisais défiler des posts pleins de haine et de menaces contre quiconque ne leur ressemblait pas. La détective Chandler a regardé par-dessus mon épaule et a commencé à prendre des captures d'écran de tout. Elle a expliqué qu'elle devrait assigner Facebook pour obtenir les messages privés et la liste complète des membres, mais a averti que cela pourrait prendre des jours par les voies légales. Des jours que nous n'avions pas pendant qu'Aubrey était toujours porté disparu. Ma sœur a appelé le poste en pleurant parce qu'elle avait reçu des messages terribles de mon numéro de téléphone disant des choses affreuses sur Aubrey. La détective a dû expliquer que mon téléphone avait été volé pendant l'attaque et que quelqu'un l'utilisait pour nous faire encore plus de mal. Ils envoyèrent des messages à tous mes contacts disant que j'étais une mauvaise mère qui méritait ça. Une femme nommée Brooke Connor est arrivée, se présentant comme une avocate des victimes assignée pour nous aider. Elle avait des yeux gentils et un dossier rempli de ressources pour tout, des factures médicales au conseil en traumatologie. J'étais trop fatiguée pour discuter davantage et je l'ai laissé commencer à passer. Des appels pour gérer les choses pratiques auxquelles je ne pouvais pas penser. La détective Chandler a dit que nous devions retourner au parking du magasin pour que je puisse retracer exactement ce qui s'était passé. Mes jambes semblaient faibles en descendant de la voiture au même endroit où ils nous avaient attaqués. Le verre brisé avait disparu, mais je pouvais encore voir des taches sombres sur le trottoir. J'ai montré où était la portière d'Aubrey quand l'homme l'a attrapée et j'ai pointé les marques des raflures sur le sol. Le technicien de scène de crime a pris des photos de tout et a mesuré les marques, disant qu'il pourrait avoir des empreintes de chaussures qui pourraient aider à identifier qui l'avait prise. L'entreprise d'à côté était un pressing. Et le propriétaire est sorti quand il a vu les voitures de police. Il a dit que sa caméra de surveillance donnait sur le parking et pourrait avoir capturé quelque chose d'utile. La détective Chandler est entrée avec lui pendant que j'attendais près de la voiture, essayant de ne pas regarder l'endroit vide où ils avaient traîné Aubrey. Elle est revenue avec une clé USB et l'a branchée sur son ordinateur portable directement dans le parking. La vidéo montrait clairement le SUV blanc se dirigeant vers le nord après l'attaque, vers la zone industrielle de la ville. La détective Chandler a immédiatement pris sa radio, redirigeant les unités de patrouille pour fouiller cette zone. Elle a ouvert plus de vidéos de caméras sur son ordinateur, provenant des feux de circulation et des entreprises le long de cet itinéraire. Je regardais par-dessus son épaule alors qu'elle suivait le trajet du SUV à travers la ville, essayant d'imaginer où ils avaient pu emmener mon bébé. Les caméras de l'autoroute nous ont enfin donné quelque chose de concret, montrant le SUV traversant la ligne du comté 3 heures après qu'ils avaient repris Aubrey. La détective Chandler a commencé à passer des appels pour coordonner avec le bureau du shérif, mais je pouvais entendre la frustration dans sa voix. Il ne traitait pas cela avec l'urgence dont nous avions besoin, et chaque minute qui passait semblait une heure. Elle continuait de les pousser, expliquant que c'était un enlèvement motivé par un crime de haine d'une enfant de 7 ans. Le bureau du shérif a finalement accepté d'envoyer des unités pour vérifier les adresses de leur côté de la ligne du comté.
Brooke Connor passait aussi des appels et a réussi à nous obtenir une voiture de location via un programme d'aide aux victimes. Elle a également contacté ma compagnie d'assurance à propos de la voiture vandalisée et a commencé les démarches pour une aide financière d'urgence. J'entendais à peine ce qu'elle disait parce que tout ce à quoi je pouvais penser était Aubrey, effrayée et seule quelque part. Le téléphone de la détective Chandler n'arrêtait pas de sonner avec des tuyaux de personnes qui avaient vu l'alerte Amber, mais la plupart ne menaient nulle part. Quelqu'un pensait avoir vu le SUV à une station-service, mais c'était le mauvais. Une autre personne était sûre d'avoir vu Aubrey à une aire de repos, mais c'était une autre enfant entirely. Chaque fausse piste donnait l'impression de la perdre à nouveau. La détective Chandler a raccroché son téléphone et a secoué la tête après avoir parlé au bureau du shérif pendant 20 minutes. Il continuait de dire qu'ils avaient besoin de plus de preuves avant de pouvoir nous aider à chercher Aubrey de leur côté de la ligne du comté. Je voulais attraper le téléphone et leur crier qu'une fillette de 7 ans était portée disparue, mais la détective Chandler m'a dit que ça n'aiderait pas. Elle a repris le téléphone avec leur chef pendant que je faisais les 100 pas dans le poste de commandement, me sentant complètement inutile. Le chef continuait de parler de juridiction et de ressources, et je pouvais voir la détective Chandler devenir de plus en plus frustrée à chaque mot. Elle a finalement réussi à les convaincre de vérifier au moins une adresse, mais ils ont dit que ce serait demain au plus tôt. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais même pas tenir la bouteille d'eau que Brooke Connor m'avait donnée. Le téléphone de la détective Chandler a sonné à nouveau, et cette fois, c'était l'un de ses officiers, disant qu'ils avaient trouvé quelque chose d'important. L'homme à la casquette rouge avait loué une unité de stockage il y a 2 mois, selon les registres qu'ils avaient obtenus. Nous y sommes allés immédiatement et le gérant l'a ouverte pour nous après que la détective Chandler lui a montré le mandat. L'odeur nous a frappés en premier, comme de la vieille sueur et du métal. À l'intérieur, il y avait des piles de papier avec des swastikas et des drapeaux confédérés couvrant les murs. Des boîtes de munitions étaient reposées à côté de piles de livres et magazines suprémacistes blancs. La détective Chandler a pris des photos de tout pendant que son équipe commençait à cataloguer les objets. Il n'y avait aucun signe d'Aubrey nulle part, mais ils ont trouvé des cartes étalées sur une table pliante. Des cercles rouges marquaient différentes adresses en ville, y compris mon immeuble, ce qui m'a fait un choc. Ils ont aussi trouvé une liste de noms avec le mien en haut et des notes sur nos routines quotidiennes. La détective Chandler a dit que cela prouvait qu'il planifiait quelque chose depuis des semaines. Dans le coin arrière, ils ont trouvé des pièces de voiture et des accessoires qui semblaient provenir du SUV blanc. Il y avait des dés en peluche et un couvre-volant qui correspondait à ce que les témoins avaient décrit avoir vu dans le véhicule. La détective Chandler a tout mis dans des sacs à preuve, disant que cela le reliait directement à l'enlèvement, même si nous ne savions toujours pas où était Aubrey. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de personnes qui avaient vu la couverture médiatique. Quelqu'un avait enfin identifié la vieille dame de la vidéo du magasin comme Margaret Hutchinson, qui vivait à 2 villes de là. Des gens se rassemblaient déjà devant sa maison avec des pancartes, exigeant qu'elle dise où était Aubrey. La détective Chandler a dû envoyer 2 unités là-bas pour contrôler la foule avant que les choses ne dégénèrent. Margaret Hutchinson a dû appeler la chaîne de télévision locale parce que, soudain, elle était à la télé depuis son salon. Elle était assise là dans sa robe fleurie, prétendant être persécutée pour être une citoyenne préoccupée. Elle a dit qu'elle me poursuivrait pour diffamation et que c'était moi qui avais causé des problèmes au magasin. Elle a admis avoir pris la photo d'Aubrey, mais a dit qu'elle voulait juste la montrer à son groupe de prière pour ce qui arrivait à leur communauté. Les preuves montrèrent qu'elle avait posté dans ce groupe Facebook quelques minutes avant l'attaque, mais elle continuait de nier avoir organisé quoi que ce soit. J'ai jeté la télécommande sur l'écran de télévision, mais elle a juste rebondi. Le téléphone de la détective Chandler a sonné à nouveau, et c'était la même personne qui avait appelé à propos du duplex. Ils ont dit qu'ils avaient aussi entendu des pleurs d'enfants une autre nuit, mais n'avaient pas voulu s'impliquer, jusqu'à ce qu'ils voient l'alerte Amber. Ils ont mentionné avoir vu l'homme à la casquette rouge porter des couvertures dans une maison à 3, pâté de maison du duplex. La détective Chandler a immédiatement mis en place une surveillance sur cette maison. Elle ne m'a pas laissé m'approcher parce que c'était trop dangereux si Aubrey était vraiment là. J'ai dû rester dans une camionnette de police à un pâté de maison, regardant des images granuleuses sur un écran d'ordinateur portable. Des officiers en voiture banalisée surveillèrent la maison sous différents angles, pendant que je me sentais complètement inutile à juste attendre là. Chaque minute semblait une heure alors que nous observions cette maison sombre pour tout signe de mouvement. La détective Chandler n'arrêtait pas de vérifier sa montre parce que nous avions besoin d'un mandat pour entrer. Le juge n'était pas disponible avant le matin et sans cause probable. Nous ne pouvions pas simplement enfoncer la porte. Je l'ai supplié d'oublier les règles et d'entrer. Mais elle a expliqué que le faire mal pourrait signifier qu'il serait libéré plus tard sur un détail technique. Elle a dit qu'elle comprenait à quel point c'était dur d'attendre, mais qu'il fallait le faire correctement pour le bien d'Aubrey. Les caméras de surveillance n'ont rien montré pendant des heures, sauf un chat traversant la cour.
Puis, vers minuit, une lumière s'est allumée dans une fenêtre à l'étage pendant 1 seconde avant de s'éteindre. La détective Chandler a appelé plus d'unités pour entourer la maison, mais leur a dit de rester cachée. Je ne pouvais plus supporter et je suis sortie de la camionnette, marchant vers la maison moi-même. La détective Chandler m'a rattrapée avant que je n'atteigne la cour et m'a attrapé le bras. Elle a dit qu'elle comprenait, mais que si j'interférais, cela pourrait tout gâcher et mettre Aubrey encore plus en danger. Elle m'a ramenée à la camionnette pendant que je pleurais de pure frustration. À 2 heures du matin, les caméras ont enfin capté un mouvement à la porte arrière. L'homme à la casquette rouge est sorti en portant quelque chose enveloppé dans une couverture sale, se dirigeant vers une voiture garée dans l'allée. La détective Chandler a immédiatement appelé à l'entrée pour circonstances urgentes, puisque un enfant pouvait être en danger immédiat. Les unités ont entouré la maison en quelques secondes, pendant que d'autres bloquaient l'allée pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. L'homme à la casquette rouge a lâché le paquet et a essayé de courir, mais les officiers l'ont plaqué dans la cour. Les officiers se sont précipités pour déballer le paquet, pendant que d'autres traînaient l'homme à la casquette rouge menotté. Ce n'étaient que des couvertures et des oreillers, mais aucun signe d'Aubrey. Mes jambes ont cédé et je me suis effondrée sur l'herbe, regardant les officiers fouiller ses poches et trouver des clés de voiture. La détective Chandler a ordonné aux équipes d'entrer dans la maison pendant que les ambulanciers vérifiaient s'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur. Ils sont sortis en portant mon portefeuille et mon téléphone ainsi que d'autres affaires de notre voiture, y compris le sac à dos d'Aubrey qui était dans le coffre. L'homme à la casquette rouge continuait de crier à propos de ses droits pendant qu'il le poussait dans une voiture de police. La détective Chandler a pris son téléphone dans l'épreuve et a commencé à le parcourir directement dans la cour. Son visage a changé quand elle a trouvé quelque chose et elle a appelé un autre officier pour regarder. Ils m'ont montré des messages sur le déplacement du colis vers une propriété rurale de quelqu'un demain matin. Le mot colis m'a donné envie de vomir parce que je savais qu'ils parlaient de ma fille. Elle a fait commencer à son technicien à extraire les adresses de sa liste de contacts tout en les marquant sur une carte. Un nom revenait sans cesse dans les messages à propos d'un cousin qui possédait un terrain à l'extérieur de la ville. Ils ont vérifié les registres immobiliers et ont trouvé une ferme enregistrée au nom du cousin du concierge à environ 40 milles au nord près de la ligne du comté. La détective Chandler a pris sa radio pour appeler des renforts de la police d'État puisque c'était hors des limites de la ville. Nous sommes montés dans des voitures banalisées et avons commencé à conduire vite sans sirène pour ne pas les alerter. Mes mains tremblaient tellement que je devais m'asseoir dessus. La ferme était en retrait de la route derrière une clôture cassée et des herbes hautes. Alors que nous nous arrêtions, une berline délabrée a soudainement décollé de derrière la grange, soulevant de la poussière. 2 voitures de patrouille l'ont poursuivi pendant que d'autres entourèrent la propriété. La détective Chandler m'a attrapé le bras quand j'ai essayé de sortir et m'a dit de rester là pour ma sécurité et celle d'Aubrey. La radio crépitait que la berline se dirigeait vers l'autoroute à une vitesse excessive. Nous pouvions entendre la poursuite à la radio, alors que les unités appelaient les noms des rues et les vitesses. Puis est venu le son que nous avons tous entendu même de là où nous étions. Un énorme fracas de métal. L'officier poursuivant a signalé que la voiture avait heurté un poteau téléphonique et que le conducteur était blessé mais vivant. Ils ont sorti le concierge du magasin de la voiture accidentée, saignant du front. Les ambulanciers l'ont emmené, pendant que les officiers fouillaient le métal, tordu pour trouver un indice sur Aubrey. L'équipe de la détective Chandler a fini de fouiller la ferme et a trouvé des emballages de nourriture pour enfants et un morceau de tissu déchiré qui semblait provenir du t-shirt d'Aubrey. De retour au poste, ils ont mis le concierge dans une salle d'interrogatoire une fois que l'hôpital l'a autorisé. J'ai regardé à travers la vitre sans teint alors que la détective Chandler commençait à lui poser des questions sur l'attaque au magasin. Il continuait de dire qu'il ne savait rien d'aucun enfant. Puis la détective Chandler a demandé à propos de la ferme de son cousin et il a dit qu'il n'avait jamais emmené Aubrey là-bas, ce qui a fait geler tout le monde dans la salle d'observation. Personne ne lui avait encore dit son nom, mais il l'a dit comme si de rien n'était. La détective Chandler a insisté plus fort, demandant où était Aubrey maintenant, si ce n'était pas à la ferme. Il a réalisé son erreur et a demandé un avocat, mais le mal était fait. En attendant son avocat, le téléphone de la détective Chandler a sonné avec un tuyau d'un employé de station-service. Elle a dit qu'elle avait vu le SUV blanc des informations hier et les avait regardés échanger les plaques d'immatriculation avec une autre voiture dans son parking. Elle n'avait qu'une partie du nouveau numéro de plaque, mais se souvenait qu'il commençait par J7 quelque chose. Les unités de trafic ont immédiatement commencé à vérifier les plaques partielles pendant que l'analyste parcourait les vidéos de cette zone. En moins d'1 heure, ils ont trouvé la berline sur plusieurs caméras se dirigeant vers l'est vers l'autoroute, où se trouvent tous ces motels bon marché. La détective Chandler a réalisé qu'il pourrait essayer de sortir Aubrey de l'État avant que l'alerte Amber ne se propage. Davantage, elle a mobilisé toutes les unités disponibles pour vérifier le motel pendant que l'analyste
continuait de suivre le trajet de la voiture. La caméra montrait qu'elle s'était arrêtée au Sunset Motel vers minuit la veille et n'était pas repartie. Nous avons couru là-bas dans le véhicule de commandement pendant que les unités mettaient en place des positions de surveillance autour du bâtiment. Je fixais l'écran granuleux de l'ordinateur portable montrant la porte de la chambre 23 où la voiture était garée dehors. Toutes les quelques secondes, je pensais voir du mouvement, mais c'était juste des ombres des voitures qui passaient. La détective Chandler a envoyé un officier à l'intérieur pour parler au gérant du motel à propos de qui était dans cette chambre. Nous avons regardé sur le flux de sécurité pendant que le gérant secouait la tête et pointait la porte du bureau, comme s'il voulait que l'officier parte. Puis le gérant a pris son téléphone de bureau et a composé quelque chose en regardant directement la caméra. En moins de 2 minutes, la porte de la chambre 23 s'est ouverte et 2 personnes sont sorties précipitamment avec des sacs vers leur voiture. La détective Chandler a ordonné aux unités de les suivre discrètement pendant qu'elle arrêtait personnellement le gérant pour obstruction à la justice. Il continuait de dire qu'il ne voulait pas d'ennui dans son motel pendant qu'il le menottait. La berline a démarré en direction du nord avec 3 voitures banalisées la suivant à distance. La détective Chandler a pris une décision rapide dans le véhicule de commandement et a pris son téléphone pour appeler le poste. Elle leur a dit de diffuser les photos de l'homme à la casquette rouge et de la vieille dame à tous les médias immédiatement. Je l'ai regardé envoyer les images depuis son ordinateur portable tout en expliquant que nous avions besoin de la pression publique pour les rendre trop visibles pour se cacher. En 20 minutes, les photos étaient sur tous les sites d'actualité locaux et les réseaux sociaux les partagèrent partout. Mes mains tremblaient alors que j'actualisais la page des tuyaux de la police, voyant le nombre d'appels passer de 12 à 40 à plus de 100 en moins d'1 heure. La plupart étaient inutiles. Mais la détective Chandler avait 3 officiers qui les triaient à la recherche de quelque chose de réel. Quelqu'un a appelé, disant qu'il avait vu l'homme à la casquette rouge à une station-service hier. Mais c'était une vieille nouvelle. Une autre personne jurait l'avoir vu à Walmart, mais c'était un gars complètement différent. Puis un appel est arrivé qui a fait arrêter tout le monde. Un fermier a dit qu'il reconnaissait l'homme à la casquette rouge comme quelqu'un qui possédait l'ancienne propriété Brennan avant que la banque ne la saisisse. Il a dit que la propriété était vide depuis 2 ans, mais qu'il avait vu des lumières récemment et pensait que c'était des jeunes qui faisaient la fête. La détective Chandler a ouvert les registres immobiliers sur son ordinateur portable pendant que je me penchais par-dessus son épaule pour voir. La ferme était à 40 miles au nord, là où nous nous dirigions, et l'acte montrait qu'elle était en forclusion depuis 18 mois. Elle a appelé toutes les unités disponibles pour nous y rejoindre, mais leur a dit de rester en arrière jusqu'à ce que nous puissions évaluer la situation. Le soleil commençait juste à se lever alors que nous tournions sur le chemin de terre menant à la propriété. La détective Chandler m'a fait rester dans le véhicule de commandement avec un officier pendant qu'elle et son équipe approchaient à pied. Je pressais mon visage contre la vitre, les regardant avancer dans les herbes hautes vers la vieille ferme blanche. L'endroit semblait s'effondrer avec des planches sur certaines fenêtres et le porche affaissé d'un côté. La détective Chandler a levé la main et tout le monde s'est arrêté. C'est alors que je l'ai entendu aussi. Un enfant pleurant quelque part à l'intérieur de la maison. Tout mon corps s'est raidi et j'ai attrapé la poignée de la porte, mais l'officier a posé sa main sur mon bras. La détective Chandler a fait signe aux unités de se déployer autour du bâtiment pendant qu'elle restait près de l'entrée avec un mégaphone. Elle l'a allumé et sa voix a retenti sur la propriété, disant à tout le monde à l'intérieur qu'ils étaient entourés par la police. Elle a dit qu'elle voulait seulement qu'ils libèrent Aubrey saine et sauve et que personne n'avait besoin d'être blessé. Les pleurs à l'intérieur se sont arrêtés et tout est devenu complètement silencieux. La détective Chandler a réessayé, demandant qu'ils envoient la petite fille dehors et que tout pourrait se terminer pacifiquement. Toujours rien de l'intérieur de la maison. Les minutes s'écoulaient comme des heures, pendant que nous attendions tous que quelque chose se passe. Je pouvais voir des officiers positionnés derrière des arbres et des véhicules avec leurs armes dégainées. La détective Chandler continuait de parler à travers le mégaphone, disant qu'il n'avait nulle part où aller et devait penser à ce qui était le mieux pour tout le monde. La porte arrière a soudainement explosé et l'homme à la casquette rouge est sorti en courant, portant quelque chose enveloppé dans une couverture sale. Je savais que c'était Aubrey avant même de voir son visage et j'ai arraché la portière de la voiture, me libérant de l'officier qui essayait de me retenir. J'ai couru à travers le champ en criant son nom pendant que les officiers plaquaient l'homme à la casquette rouge au sol. La couverture est tombée et il y avait mon bébé, sale et effrayée avec ses cheveux tout emmêlés mais vivante. Elle m'a vue arriver et a tendu les bras en pleurant pour moi. Je me suis laissée tomber à genoux et elle s'est jetée sur moi, s'accrochant si fort que je pouvais à peine respirer. Les ambulanciers étaient là en quelques secondes, la vérifiant pendant qu'elle refusait de lâcher mon cou. Ils ont dit qu'elle était déshydratée et avait quelques éraflures, mais aucune blessure grave visible. Elle n'arrêtait pas de me demander si les méchants étaient partis et s'ils allaient la reprendre. Je lui ai promis encore et encore qu'elle était en sécurité maintenant
et que personne ne la prendrait plus jamais à moi. La police est entrée dans la ferme et a ramené 4 autres personnes menottées, y compris la vieille dame du magasin. Elle m'a lancé un regard noir alors qu'il la faisait passer devant moi, mais je m'en fichais de tout sauf de tenir Aubrey. La détective Chandler est venue et a dit qu'ils avaient tout le monde sauf la femme avec la bombe de peinture qui devait être partie quand les photos ont été rendues publiques. Elle a promis qu'il la trouverait, mais pour l'instant, nous devions emmener Aubrey à l'hôpital pour un contrôle complet. À l'hôpital, Brooke Connor des services à l'enfance nous attendait déjà. Elle était calme et douce avec Aubrey, la laissant rester sur mes genoux pendant qu'elle posait des questions simples sur ce qui s'était passé. Aubrey ne voulait pas en parler et continuait de cacher son visage dans mon épaule. Brooke a dit que c'était normal et que nous y travaillerions lentement avec le temps. Elle nous a aidés à planifier un retour à la maison en toute sécurité et à trouver un thérapeute qui travaillait avec des enfants ayant vécu un traumatisme. En quelques heures, l'histoire était partout en ligne et à la télévision. Quelqu'un a trouvé notre adresse à partir d'un ancien post sur les réseaux sociaux et l'a mise sur Twitter. La détective Chandler m'a montré son téléphone où les gens postaient déjà des photos de notre immeuble. Elle a dit que nous ne pouvions pas rentrer chez nous pour le moment et a organisé notre séjour dans une maison sécurisée utilisée par le département pour les témoins. 3 semaines plus tard, Omar m'a appelé d'un numéro masqué. Il a dit que les gens au magasin avaient découvert qu'il avait donné les images de surveillance à la police et maintenant il recevait des menaces au travail. Son gérant voulait le virer mais ne trouvait pas de raison légale pour l'instant. A dit que le grand jury se réunissait la semaine prochaine et qu'il allait témoigner quand même parce qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il n'aidait pas à mettre ces gens en prison. La semaine suivante, j'étais assise au tribunal, regardant l'homme à la casquette rouge entrer en costume au lieu des vêtements sales de la ferme. La détective Chandler était assise à côté de moi, serrant son dossier de preuves pendant que le procureur expliquait pourquoi il devait rester en prison jusqu'au procès. Le juge feuilletait des papiers, regardant à peine pendant que le procureur expliquait comment il avait attrapé Aubrey dans ma voiture et l'avait emmené à cette ferme. L'avocat de la défense s'est levé, disant que son client avait des liens solides avec la communauté et n'irait nulle part. J'avais envie de crier quand le juge a fixé la caution à 50 000 $ et que la famille de l'homme à la casquette rouge a commencé à réunir l'argent directement dans la salle d'audience. La mâchoire de la détective Chandler s'est crispée alors qu'elle les regardait compter l'argent et rédiger des chèques. En moins d'1 heure, il est sorti par la porte principale du tribunal pendant que je restais là, tremblante. La détective Chandler m'a accompagnée à ma voiture, expliquant qu'il construisait un dossier fédéral pour enlèvement et crime de haine qui le mettrait derrière les barreaux pour des décennies. Elle a dit que le FBI était maintenant impliqué et que ces accusations portaient un minimum de 20 ans. Elle m'a montré la pile de preuves qu'ils avaient rassemblées, y compris les images d'Omar et les posts Facebook de Margaret Hutchinson. Elle m'a promis qu'ils obtiendraient des condamnations, mais a averti que cela prendrait des mois d'audience et de témoignages. Cette première nuit, de retour dans notre appartement, Aubrey se réveillait en criant toutes les quelques heures, me cherchant dans le noir. Elle ne lâchait pas ma main, même pour aller aux toilettes, et me suivait de pièce en pièce, traînant sa couverture. Le thérapeute pour enfants est venu chez nous puisque Aubrey refusait de sortir et a passé 1 heure à jouer avec des jouets par terre pendant qu'Aubrey regardait depuis mes genoux. Elle m'a dit que les cauchemars étaient une réponse normale au traumatisme et que nous les surmonterions ensemble. Mais ces premières semaines étaient brutales. Je réussissais enfin à faire dormir Aubrey, puis je l'entendais crier pour moi 1 heure plus tard, se débattant dans son lit. 3 semaines après le sauvetage, nous devions passer devant le magasin pour aller au bureau du thérapeute. J'ai demandé à Aubrey si elle voulait prendre un autre chemin, mais elle a secoué la tête fort. Elle a dit que c'était notre magasin où nous achetions nos bananes et que les méchants n'avaient pas le droit de nous le prendre. Elle regardait par la fenêtre pendant que nous passions, et j'ai vu ses petits poings serrés sur ses genoux, mais son menton restait levé. Le parking semblait normal à nouveau, avec des voitures allant et venant, comme si rien ne s'était passé là-bas. Un groupe de l'église First Baptist a contacté la détective Chandler, disant qu'ils avaient collecté de l'argent pour nous aider puisque les informations mentionnaient que notre voiture avait été détruite. Je me sentais bizarre d'accepter la charité d'inconnus, mais notre compagnie d'assurance traînait les pieds, disant qu'ils avaient besoin de plus de documentation sur le vandalisme. Les gens de l'église ont apporté une Honda d'occasion à notre complexe d'appartements avec un gros nœud rouge dessus et un siège réhausseur déjà installé. Aubrey a passé ses mains sur les sièges, vérifiant s'il y avait du verre avant de monter. Ils avaient à collecter 8 000 $ en 2 semaines auprès de leur congrégation et acheter la voiture la plus fiable qu'ils pouvaient trouver. La femme du pasteur m'a serré dans ses bras. Pendant que je pleurais de manière disgracieuse dans le parking, j'ai commencé à supprimer mes comptes de réseaux sociaux, un par un après avoir trouvé des centaines de messages d'inconnus. La plupart étaient des menaces horribles, mais certains venaient de parents locaux, disant qu'ils étaient dégoûtés par ce qui s'était passé et voulaient aider. J'ai gardé mon numéro de téléphone,
mais j'ai tout mis en privé et n'ai accepté que les demandes d'amis de personnes que je connaissais vraiment. Un petit groupe de mamans de l'école d'Aubrey a commencé à nous apporter le dîner 2 fois par semaine et a proposé de la garder si j'avais besoin de pause. L'une d'elles m'a dit que son frère était au magasin ce jour-là et témoignait sur ce qu'il avait vu. Le procureur a appelé, disant que l'audience préliminaire était fixée dans 3 mois et que nous devions toutes les deux témoigner sur ce qui s'était passé. Il a expliqué le processus de comment je m'assierais sur la chaise des témoins et répondrais aux questions pendant que l'avocat de la défense essaierait de trouver des failles dans mon récit. La détective Chandler a promis qu'elle nous préparerait pour chaque question et serait assise là où je pourrais la voir tout le temps. Elle avait déjà aidé 5 autres familles à traverser des procès pour crimes de haine et savait exactement à quoi s'attendre. Le procureur a dit que Margaret Hutchinson et le concierge seraient jugés séparément, mais que l'affaire de l'homme à la casquette rouge serait la plus importante. Ce soir, je suis assise dans le fauteuil à côté du lit d'Aubrey, regardant sa poitrine monter et descendre paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Sa chaussure Twinkle Toe sauvée est sur l'étagère à côté de ses autres chaussures, où elle peut la voir en se réveillant. La veilleuse projette des ombres sur son mur, et je compte chaque respiration, m'assurant qu'elle reste régulière et calme. Nous ne sommes pas encore bien, et le thérapeute dit que cela pourrait prendre des années avant qu'Aubrey se sente complètement en sécurité à nouveau. Mes côtes me font encore mal quand je respire profondément, et je sursaute chaque fois que quelqu'un marche trop près derrière moi. Mais elle est là dans son propre lit, entourée de ses peluches avec sa porte verrouillée et un système d'alarme que l'avocate des victimes nous a aidés à installer. Demain, nous avons à nouveau une thérapie, et la semaine prochaine, Omar témoigne devant le grand jury. Et dans 3 mois, nous serons assises dans cette salle d'audience pour raconter notre histoire. Pour ce soir, cependant, mon bébé dort en sécurité, et même si tout est différent maintenant et le sera peut-être toujours, nous sommes ensemble et nous respirons et ça doit suffire. Voilà, c'est à peu près tout. Merci de m'avoir tenu compagnie à travers tout ça. Si vous voulez qu'on se retrouve, vous savez où me trouver.